Kaviki, même les gastro-entérologues partent en vacances. Donc, vous allez nous parler voyage ce soir. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez suivre la petite présentation du docteur Kaviki. Et ensuite, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez aussi voter, je vous rappelle, pour les questions qui sont posées par d'autres personnes. Et donc, on prendra les questions les plus posées. Évidemment, n'oubliez pas, on est à votre service à l'AFA en permanence pour répondre à toutes vos questions sur ces voyages. Mais ce soir, on va évoquer tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer son voyage. Évidemment, pour le réussir ses vacances. À vous. Merci Alain, bonsoir, bonjour à tous. Alors j'ai l'honneur de clôturer, si j'ai bien compris, les sessions des directs de l'AFA pour cette saison. Je crois que choisir les voyages à la veille des grandes vacances de juillet-août, c'est pas totalement innocent. On va essayer de traiter ça, et oui, les gastro-entérologues partent de temps en temps en vacances, mais là on va surtout parler des patients évidemment. Alors, partir en vacances quand on est malade, ça peut parfois ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on a très envie d'aller au bout du monde, comme tout le monde, et puis on a le sentiment que plein de choses nous en empêchent, et notamment ce panneau sens interdit un peu rouillé aux confins du désert du Namib lorsqu'il tombe dans l'océan Atlantique. Pourtant, les voyages, ça doit être ça. Ça doit être des paysages formidables, ça doit être des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on retrouve en liberté. Ça doit être des rencontres. Et puis, ça peut être aussi le farniente, savoir ne rien faire, se poser tranquillement face à un joli panorama avec un bon bouquin. Mais lorsqu'on est atteint d'une maladie inflammatoire, lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique en général, un voyage, ça se prépare. Alors, on va essayer de décliner un petit peu tous les moments de préparation, et puis comment ça va se passer avant, comment ça va se passer pendant, et voire après. Je crois qu'il faut préparer son voyage, et si possible, déjà en parler avec son praticien, c'est-à-dire son gastro-entérologue, le praticien qui vous suit le plus souvent, pour essayer de déterminer déjà si le timing est bon. Alors évidemment, ce n'est pas à lui de décider. Néanmoins, vous avez bien conscience que partir en pleine poussée, c'est évidemment plus compliqué que de partir alors que vous êtes en phase de rémission. Donc c'est vrai qu'on serait plus à l'aise de partir, et nous, gastro-entérologues, de vous dire mais aucun problème, partez à l'autre bout du monde lorsque vous êtes en rémission. Et puis, il va avoir des petites choses en kikinante pour les toubibs à faire, c'est rédiger un certain nombre de certificats en anglais ou bilingue, mais l'anglais suffit, notamment pour tout ce qui est médicaments injectables, l'adalimumab et ses biosimilaires, le golimumab, c'est-à-dire le Simponi, le méthotrexate, et puis beaucoup de patients maintenant, dont certains sans doute, pour ce qui vous concerne, sont sous ustekinumab, Stelara, qui se fait également par injection sous-cutanée. Donc tous ces médicaments-là, dans l'idéal, on doit avoir un petit certificat qui stipule qu'on est traité pour une maladie chronique et qu'on doit avoir ces médicaments avec soi. Ça peut servir, on va en parler plus tard, à la douane, dans l'avion. Les ordonnances doivent être délivrées en dénomination commune internationale, mais ça c'est obligatoire. Quasiment tous les programmes, les logiciels de prescription actuels sont faits comme cela, et donc dans l'immense majorité des cas, vos ordonnances comportent et le nom du médicament et le nom de la molécule. C'est important parce que le nom du médicament change d'un pays à l'autre, et donc en revanche, le nom de la molécule, évidemment, est une dénomination internationale. Et puis, il va falloir réfléchir avec votre médecin sur les vaccinations recommandées et autorisées. Alors, parmi les souvent recommandées et autorisées, notamment dans les voyages d'agrément en zone intertropicale, il y a la typhoïde et l'hépatite A qui ne posent pas. On me dit qu'il n'y a plus de... Est-ce que vous m'entendez? Bon, je crois qu'on est revenu. Donc, on va reprendre au niveau des vaccinations. Je vous disais qu'un certain nombre de vaccinations peuvent être tout à fait recommandées et ne poser aucun problème au cours des MICI, quels que soient les traitements que vous prenez. C'est notamment le cas de la typhoïde, l'hépatite A, dès qu'on va voyager dans des pays, notamment en zone intertropicale. Il faut évidemment parler de prévention du paludisme. Si vous allez dans des pays paludéennes, il faut se protéger de ça. Il n'y a pas de contre-indication par rapport aux médicaments
pour les Mickey. Il n'y a pas non plus d'interaction, ça c'est important. C'est-à-dire il n'y a pas de contre-indication à prendre et un antipaludéen et un médicament pour les Mickey. Il y a peut-être des prescriptions particulières qu'il doit vous faire à l'occasion de cette consultation pré-voyage, on va en parler un peu plus tard. Et puis, c'est peut-être le moment d'aborder aussi des conseils sur les prises médicamenteuses. Parce que si on part, ce qui est la plupart du temps, quand c'est des vacances, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on peut peut-être éventuellement réfléchir à modifier un tout petit peu le rythme d'administration pour permettre de ne pas s'administrer le médicament pendant le voyage. C'est le cas pour les médicaments par voie sous-cutanée. C'est souvent possible, pas toujours, mais souvent possible, de décaler un petit peu avant pour faire avant de partir, et puis de décaler un petit peu après pour faire quand on rentre et pas s'enquiquiner à faire les médicaments sur place. Ça, c'est pour ce qui concerne évidemment les voies sous-cutanées. Pour les perfusions, c'est pareil, on peut décaler un petit peu de quelques semaines pour l'antivio, pour l'infliximab. Pour les médicaments par voie orale, a priori, ceux-là sont à prendre tous les jours dans l'immense majorité des cas, et donc vous devrez les prendre sur place. Mais c'est l'occasion de discuter de tout ça. Sur des séjours plus prolongés, au-delà du mois, donc on est rarement sur des séjours de vacances, on est sur des séjours soit des tours du monde, soit vraiment des séjours même professionnels, c'est un petit peu différent. Alors, je voudrais faire quelques focus sur des points particuliers. D'abord, la fièvre jaune. C'est une vaccination obligatoire ou très recommandée dans certaines zones. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais en gros, vous voyez le rouge et le jaune sont les pays pour lesquels il est soit obligatoire, soit fortement recommandé de se vacciner pour la fièvre jaune. Ça couvre quand même des zones importantes qui, pour certaines, sont des zones assez touristiques, c'est-à-dire toute l'Afrique noire et sahélienne, et une bonne partie de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Le vaccin, qu'on appelle le vaccin anti-amaril, c'est un vaccin vivant. J'espère que vous le savez pour ceux qui sont sous immunosuppresseurs, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des vaccins vivants. C'est contre-indiqué lorsque vous êtes sous Immurel, Purinétol, méthotrexate, tous les anti-TNF, infliximab, adalimumab, golimumab. Également, c'est les précautions qu'on prend avec les nouvelles molécules que sont le vedolizumab et l'ustekinumab. Pourquoi c'est contre-indiqué? Parce que comme c'est un vaccin vivant, on va vous injecter un virus atténué, mais qui garde certaines propriétés pathogène, c'est-à-dire qui est capable quand même de générer un peu de maladie. Alors chez un sujet immunocompétent, qui n'a pas de médicament particulier, qui a des défenses immunitaires normales, ça va stimuler son système immunitaire en vue de produire des anticorps et donc d'obtenir ce qu'on appelle une réponse vaccinale et de se voir protégé contre la fièvre jaune. En revanche, si vous êtes sous immunosuppresseur, il peut y avoir deux choses. D'une part, vous pouvez faire une fièvre jaune atténuée, mais la fièvre jaune, c'est déjà une maladie sévère, donc il faut vraiment s'en prémunir. C'est une maladie qui peut être mortelle. Et puis, comme vous êtes sous immunosuppresseur, vous risquez de ne pas fabriquer d'anticorps. Et donc, finalement, même si vous prenez le risque d'être vacciné, de ne pas être protégé et de choper la fièvre jaune là-bas. Je rappelle que c'est une maladie avec quand même une mortalité non négligeable. C'est une maladie qui donne la fièvre, comme son nom l'indique, mais également des hémorragies. C'est une fièvre hémorragique, c'est une fièvre avec une hémolyse, c'est-à-dire des globules rouges qui se cassent, donc on a des anémies très sévères, et donc c'est une maladie avec insuffisance rénale, c'est une maladie vraiment, vraiment grave, donc faut pas jouer avec ça. Donc finalement, il n'y a que deux solutions. Soit on ne va pas dans ces pays-là, parce que je prends le risque de se vacciner ou soit arrêter à la frontière parce qu'on ne peut pas produire un certificat, je pense que c'est un peu idiot. Ou alors, si on a vraiment planifié le voyage à l'avance, et si votre maladie est en rémission et en accord évidemment avec votre praticien, ça se discute, on peut arrêter le traitement, on attend 3 mois, on vaccine, on attend encore 3 semaines et on reprend le traitement. Donc vous voyez, c'est une séquence qui va durer au bas mot 4 mois. Donc c'est vraiment pour des voyages programmés. Ça m'est arrivé de le faire pour un patient, je m'en souviens très bien, dont le souhait, dont le grand rêve était de faire 3 semaines en Amazonie, qui à cette époque avait une maladie que je considérais comme calme et en rémission. On a arrêté le traitement 4 mois. Il s'est fait vacciner et il a fait son séjour et son trekking en Amazonie. Il en était ravi. Une autre patiente qui avait l'opportunité d'un poste
important à l'étranger dans le cadre de sa carrière et pour lequel la vaccination également était obligatoire, on a fait la même chose. On a arrêté l'Humira qu'elle prenait à l'époque, quelque temps, le temps de faire la vaccination. Donc ça peut se gérer, mais évidemment, ça doit s'anticiper, puisque ça, pour le coup, ça demande 4 mois à l'avance. Et surtout, c'est pas adapté pour tout le monde, parce que vous savez que chez beaucoup de patients, on ne peut pas se permettre d'arrêter 4 mois un traitement sur une maladie qui n'est pas parfaitement stable et contrôlée. Donc ça, c'était la fièvre jaune. Quand on prépare son voyage, et ça, je le fais aussi, alors que j'ai la chance de ne pas avoir de maladie inflammatoire et de ne pas être encore immunodéprimé, je regarde un petit peu où je peux emmener mes enfants. Quel pays, quel risque? Parce qu'il y a un risque sanitaire qu'on a commencé à évoquer, mais pas seulement. Il y a des pays avec une instabilité politique, une criminalité importante, un risque terroriste. Et ça a été récemment mis à la une des journaux et d'Internet. Vous avez vu ces 2 Français qui se sont aventurés dans une zone a priori à risque. Je ne reviens pas sur le débat, mais en tout cas, pour lesquels 2 militaires sont morts lors de leur libération. Et ça, ces risques-là, c'est tout à fait facile de les retrouver. Vous allez sur un site qui est remarquablement bien fait, diplomatie.gouv.fr, conseil aux voyageurs, c'est extrêmement facile à trouver et vous avez vraiment une mine de renseignements pour chaque pays sur les risques criminels, l'instabilité politique et aussi plein d'informations sur le plan du risque sanitaire. Donc c'est très 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 bien fait. Si vous voulez également avoir un site un peu pointu pour ce qui concerne tout ce qui touche à la vaccination, aux vaccinations recommandées, j'aime bien le site de Pasteur. Vous pouvez aussi aller dans des centres de référence, les Instituts Pasteur à Lille, à Paris, ou d'autres comme je crois qu'il y a un centre de référence des voyageurs Air France, il y en a un également à Montpellier, autant que je sache. Bref, vous pouvez aller dans des endroits où vous allez avoir un conseil sur tout ce qui est prévention, paludisme, vaccination, etc., voire faire les vaccinations sur place. Mais ces 2 sites que je vous recommande sont vraiment tout à fait bien faits, tout à fait intéressants. Plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance, il faut se pencher là-dessus quand on choisit une destination. Alors, autre maladie sur laquelle, parce qu'on n'en parle pas souvent, dans tous les petits bouquins ou de tous les petits livrets qu'on a à votre disposition en ce qui concerne les voyages, on ne parle pas beaucoup de la tuberculose. Pourtant, vous savez que sous anti-TNF-alpha, en tout cas pour ceux qui sont sous anti-TNF-alpha, on fait toujours au préalable, avant de mettre un traitement, un dépistage de la tuberculose. C'est pas pour rien, c'est qu'on sait que ces traitements-là surexposent un risque de tuberculose. Et donc on l'attrape plus facilement quand on croise un patient tuberculeux. Et donc quand on part sous anti-TNF-alpha dans un pays avec un risque tuberculeux important, en théorie, on peut attraper la tuberculose, qui est, comme vous le savez, une maladie pas sympa non plus. Si on regarde ce que dit l'OMS sur les zones à forte incidence de tuberculose, ça comprend quand même presque tout, puisqu'on a tout le continent africain, tout le continent asiatique, toute l'Amérique centrale et du Sud, et un bon nombre de pays, notamment d'Europe de l'Est, ex-bloc de l'URSS, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, et même Portugal et Roumanie. Donc vous voyez qu'on est dans une maladie qui est évidemment ubiquitaire et qui est plutôt en augmentation dans beaucoup de pays, dont des pays très touristiques. Je vais citer le Cambodge et l'Inde, par exemple, qui ont un fort taux d'incidence de tuberculose, alors que ce sont des pays où on a logiquement envie d'aller et qu'on a envie de découvrir. Donc évidemment, ce risque, il va dépendre du temps que vous allez passer sur place. Entre 2 jours et 3 semaines, ce n'est pas le même risque. Ça va aussi dépendre de vos conditions d'hébergement. Si vous allez dans un hôtel 5 étoiles ou un club all inclusive, le risque il est probablement très faible. En revanche, si vous allez chez l'habitant, si vous avez un voyage un petit peu plus de type routard, vous avez plus de risques de rencontrer des gens avec tuberculose. Ça se transmet par des micro-gouttelettes de salive, en gros des postillons, mais des micro-postillons. Et donc, il n'y a pas de précaution, je dirais, très particulière à prendre avant. Et puis pendant, faut vivre votre voyage, faut vous faire plaisir. Mais après, si jamais vous avez voyagé et que vous êtes sous anti-TNF-alpha, faut presque mettre le médecin sur la piste si vous avez une fièvre pas expliquée, une toux chronique, des sueurs, notamment la nuit, une perte de poids. Si on voit que la CRP remonte alors que votre maladie inflammatoire, elle paraît aller bien, si vous avez des ganglions, tout ça, ce sont des signes possibles de tuberculose. Et il ne faut pas hésiter à
faire ce qu'il faut, c'est-à-dire une radio pulmonaire, un nouveau quantiféron, enfin de faire les éléments, mettre en place les éléments diagnostiques pour ne pas passer à côté d'une tuberculose, parce qu'on a vu des patients revenir de zones d'endémie comme ça et faire des tuberculoses sous anti-TNF. Il y a même des auteurs, pour un travail récent, qui conseillent de refaire le test quantiféron au retour d'un pays de zone d'endémie. On ne le fait pas actuellement en France, mais voilà. En tout cas, il faut y penser, il ne faut pas oublier ce risque-là, parce c'est une maladie grave et malheureusement, sous anti-TNF-alpha, on y est plus exposé. Alors, les assurances, ce n'est pas un domaine que je maîtrise super bien, mais c'est évidemment important. Malheureusement, vous avez toujours le risque de faire une poussée 2 jours avant le départ, et il faut prévoir une assurance annulation. Ce serait quand même idiot de s'asseoir sur les sommes que vous avez engagées, parce que malheureusement vous ne pouvez pas partir. Donc souvent les assurances d'annulation sont proposées par le voyagiste, mais il y a d'autres sociétés d'assurance, enfin n'importe quelle société d'assurance peut le faire. Il faut aussi prévoir une assurance rapatriement. Si jamais vous avez une poussée un peu sévère ou une maladie sévère sur place, il y a quand même plein de pays où on n'aime pas forcément être traité sur place et on préfère revenir vers ses proches, vers ses praticiens et vers la médecine telle qu'on la pratique en France encore. Alors regardez bien, parce que parfois il suffit de posséder par exemple une carte Visa Premier pour avoir un certain nombre d'assurances utiles pendant les voyages, des assurances annulation, des assurances rapatriement qui sont bien faites et qui sont avec le contrat de certaines cartes bancaires. Donc regardez quand même si vous ne bénéficiez pas déjà d'un certain nombre d'assurances. Pour ce qui concerne les voyages au sein de la communauté européenne, c'est un peu plus facile parce que vous pouvez faire la demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, il faut parfois un petit peu de temps, hein, ça dépend des caisses, d'une carte d'assurance, d'une carte d'assurance européenne qui s'utilise un peu comme la carte vitale, si ce n'est que ça va fonctionner comme ça fonctionne dans le pays où vous allez. C'est-à-dire que les soins seront remboursés tel que le système de santé fonctionne dans les pays de destination et pas comme en France. Et puis, il faut aller voir son pharmacien aussi avant de partir. Parce que d'abord, il doit vous délivrer suffisamment de médicaments, évidemment. Il ne faut pas rester en rade là-bas. Pour les voyages au-delà du mois, vous savez que le pharmacien n'est pas censé vous délivrer plus d'1 mois de traitement. Alors parfois, il vous connaît, il est plutôt sympa et ça se passe bien, mais parfois, il ne veut pas aller au-delà du mois. Et pour ça, il faut obtenir un petit mot de la caisse primaire d'assurance maladie avec l'ordonnance du médecin qui a stipulé que c'était pour un voyage à l'étranger, un départ à l'étranger. Et là, avec le sésame de la caisse primaire d'assurance maladie, votre pharmacien peut vous délivrer un traitement pour plus d'1 mois. Là aussi, ça doit se prévoir, hein, c'est des administrations, ça peut être un petit peu long. La petite valisette isotherme, alors il y a plein de façons de l'obtenir. Vous pouvez l'acheter par vous-même. Il y a les labos pharmaceutiques, notamment ceux qui commercialisent des adalimumab qui le font. Ça va être utile pendant le voyage, pendant le vol et après. N'oubliez pas la petite boîte à aiguilles, peut-être pas le gros format, mais il n'y a pas de raison d'aller jeter ces aiguilles et ces seringues n'importe où à l'étranger alors qu'on ne le fait pas chez nous. Donc, si vous êtes sous médicaments injectables, pensez à la petite boîte à aiguilles. Et puis, je vais y revenir. J'aime bien la redondance, ça me permet de mieux retenir les choses, mais protection solaire. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter votre crème solaire chez le pharmacien, mais c'est souvent des indices de protection élevés qu'il propose et c'est très important, on va y revenir. Parmi les petits trucs, faut porter son ordonnance. Ce qui est pas mal, c'est de faire la photo des traitements au cas où on la perd. Moi, je vois de plus en plus de patients qui font ça, qui ont étalé toute leur boîte de médicaments sur la table, qui prennent une photo. C'est utile. Si possible, emmener les médicaments dans la boîte d'origine avec la notice. C'est mieux que de les avoir en vrac. Si vous avez à discuter traitement avec un médecin sur place à l'étranger. Alors, est-ce qu'il faut, quand on a une maladie inflammatoire, prévoir une trousse particulière? Vous savez, quand on part en voyage, on aime bien prévoir sa petite trousse au cas où il nous arrive quelque chose. D'ailleurs, la petite trousse devient souvent une très grosse trousse et prend beaucoup de place dans la valise. Il y a des choses qui sont valables pour tout le monde, et puis il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques pour les maladies inflammatoires. Donc, j'y reviens, mais la protection solaire, c'est très, très, très important. Alors, pourquoi c'est important? D'abord parce que
un certain nombre de médicaments qu'on peut prescrire au cours des Mickey sont photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter toutes les réactions au soleil que vous pourrez faire, du simple coup de soleil jusqu'à l'allergie, la lucite ou des choses qui peuvent être très inconfortables. C'est le cas de l'azatioprine, hein, l'imurel et l'éthiopurine, le pyrinétol. Et puis d'antibiotiques assez fréquemment prescrits au cours des Mickey, comme l'équinolone. Et puis, il faut savoir que le soleil, ça augmente le risque de cancer de la peau. C'est pas pour rien qu'il y a des campagnes de sensibilisation à tout bout de champ là-dessus. Et on sait aussi que dans le cadre des Mickey, en particulier sous immunosuppresseurs, l'azatioprine et les anti-TNF-alpha, il y a une petite augmentation du risque de cancer de la peau, qui sont tous médiés ou favorisés par l'exposition au soleil, pratiquement. Donc, quand on prend en compte tout ce risque-là, protégez-vous du soleil. Le soleil, c'est formidable, j'adore ça, mais à l'ombre ou en tout cas pas aux heures les plus chaudes et avec un minimum de protection en termes d'écran solaire et en termes de vêtements et de chapeaux. C'est banal, mais il faut le rappeler. Protection anti-moustique aussi, on va y revenir un petit peu, mais les moustiques, ça peut vous gâcher des vacances. Hein. Quand vous avez 70 ou 80 piqûres sur le corps quand vous vous réveillez le matin, je vous assure que la journée qui suit, elle n'est pas rigolote. Donc, il faut utiliser des répulsifs, et des répulsifs qui sont adaptés à la zone concernée. Hein, ce n'est pas les mêmes répulsifs quand on va dans des zones à forte population, dans des zones tropicales, intertropicales, ce n'est pas tout à fait les mêmes répulsifs. Alors, bien sûr, il faut emmener des antidouleurs. Hein, on a tous le droit d'avoir mal à la tête, un petit peu d'antispasmodique. Les antiflatulents, vous savez, c'est pour éviter de péter et d'avoir des gaz. On va en dire un petit mot plus tard. Antiseptique, pansement, oui, une plaie qui va s'infecter, vous coupez sur un rocher, vous tombez, vous égratignez, il vaut mieux que ça ne s'infecte pas. Et puis, vous risquez d'avoir la diarrhée. D'abord parce que, malheureusement, et vous pouvez avoir la diarrhée dans le cadre de la maladie inflammatoire, mais également, on va y revenir plus tard, dans le cadre de la diarrhée du voyageur, ou qu'on appelle également tourista. Moi, j'aime bien l'imodium, le loperamide. Évidemment, si vous avez une sténose colique, un rétrécissement du côlon ou de l'intestin, c'est assez contre-indiqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le smecta, c'est pas très bon, mais ça marche quand même pas mal. Et puis, il y a le racécadotril, qui est le turfan, qui se prend en gélule, donc qui est un peu plus sympa à prendre et qui peut dépanner. Pour les patients qui ont une RCH, il faut avoir une boîte de suppositoires de 5-ASA. Parce que même s'ils n'ont pas toujours été formidablement efficaces chez vous, si jamais vous avez la malchance de faire une poussée au cours du voyage, ça dépanne quand même de mettre un suppo dès le début des symptômes. Ça permet de réduire les urgences, de réduire un petit peu cette envie d'y aller en permanence et donc de réduire l'inconfort et peut-être de finir les 3-4 jours de voyage qui vous restent sans vous faire rapatrier. Les corticoïdes. Alors, est-ce qu'il faut prendre et partir avec des corticoïdes? Moi, je dois dire que je ne le prescris pas à mes patients, mais si j'avais en face de moi un patient qui était particulièrement instable, qui avait une rémission toute récente, dont je perçois que le traitement que l'on a mis en place n'est pas complètement efficace, là aussi, ça peut dépanner d'avoir des corticoïdes avec soi. Il ne s'agit pas de les prendre n'importe comment, il ne s'agit pas de les prendre dans son coin, mais vous pouvez peut-être communiquer avec vos médecins par mail, par WhatsApp. Hein, il y a quand même des choses qui permettent de communiquer, même quand on est très loin, pour avoir un accord comme ça de principe sur certains symptômes et prendre un peu de corticoïdes sur quelques jours avant de rentrer, ça peut également dépanner. Je vais insister sur 2 autres choses. Les anticoagulants, est-ce que vous devez être sous anticoagulants? Alors, c'est une grande question, pas souvent abordée, et pourtant, à mon sens, très importante. D'abord, vous ne le savez peut-être pas, mais les maladies inflammatoires sont d'emblée des maladies qui augmentent le risque de faire ce qu'on appelle une maladie thromboembolique. La maladie thromboembolique, c'est faire une phlébite, un caillot dans une veine. En général, c'est dans la jambe, pas toujours, mais souvent. Et ce caillot peut se détacher, migrer en gros dans les poumons, et ça donne une embolie pulmonaire qui est une saloperie quand même, qui est une maladie qui peut être très grave, qui exige de se mettre sous anticoagulant en urgence, et souvent une hospitalisation. Donc les Mickey sont assurés de ces maladies-là, en particulier en période inflammatoire. En particulier lorsque vous avez des plaquettes élevées, au-dessus de 450, 500, il y a des malades qui, en période inflammatoire, ont jusqu'à 600, 700, 800 000 plaquettes. Ça, c'est sur la numération plaquettaire, sur la prise de sang qu'on voit ça.
et bien là, on augmente son risque thromboembolique. Mais les voyages aussi. Si vous passez 10 heures en avion, en particulier sans trop bouger, eh bien, vous augmentez aussi votre risque thromboembolique. Pour peu qu'on ajoute une contraception orale, le tabagisme, le surpoids ou la prise de corticoïdes, qui sont aussi des facteurs de risque, vous voyez qu'on arrive quand même à un cocktail qui peut être extrêmement à risque de maladie thromboembolique. Et donc, je pense qu'au minimum du minimum, des bas de contention, c'est quand même très confortable. Moi, j'ai rien de tout ça, mais je peux vous garantir que dès que je fais plus de 4-5 heures en avion, je mets des bas de contention. Ça change quand même la vie et le confort au niveau des jambes. Et donc, je pense que c'est le strict minimum. Et puis, il faudra discuter avec votre praticien si vous avez un peu plus de risques à cause des plaquettes, à cause des corticoïdes, à cause du tabac, plus la contraception orale. Et ben, pourquoi pas une injection d'anticoagulant juste avant le vol, à l'aller, et évidemment également au retour. Ça, c'est à discuter avec votre praticien. Est-ce qu'il faut partir avec des antibiotiques? Alors moi, je prescris des antibiotiques à mes patients qui partent à l'étranger lorsqu'il y a un risque important de choper une tourista ou en tout cas une infection digestive un petit peu sévère. Et ce que je recommande, c'est de commencer les antibiotiques en cas de diarrhée qui dure plus de 4 jours, en cas de diarrhée associée à de la fièvre ou l'émission de sang et de glaire. Alors ça peut être une poussée de la maladie, mais quand ça arrive de façon aiguë, alors que vous alliez bien et que vous êtes à l'étranger, en première intention, en première analyse, c'est une infection. Et s'il y a du sang, des glaires, de la fièvre, c'est souvent une infection bactérienne ou parasitaire. Si vous êtes sous immunosuppresseur, évidemment, le risque augmente. Et parmi les immunosuppresseurs, s'il y en a un qui augmente encore plus le risque d'infection digestive, c'est l'antivio, le vedolizumab qui se fait par perfusion toutes les 8 semaines, sur un rythme tout à fait similaire à ce qu'on fait avec l'infliximab. On sait que cet immunosuppresseur qui cible spécifiquement ou pratiquement spécifiquement le tube digestif augmente assez franchement le risque d'infection digestive. Donc toujours l'évoquer, toujours y penser. Ce qui est classique de prescrire, vous allez trouver ça dans plein de guides, c'est l'équinolone. C'est un type de d'antibiotique, ça marche plutôt très bien. C'est pratique parce que souvent, même une prise ou 2-3 prises, ça suffit à aller mieux. Cela dit, c'est un médicament qui est un petit peu devenu sous haute surveillance. D'abord parce que se développe de plus en plus de résistance au quinolone. Vous savez que c'est un problème mondial d'écologie bactérienne, les résistances aux antibiotiques. Je vous ai déjà dit que c'était photosensibilisant, c'est-à-dire que là, dès que vous allez prendre le soleil, vous allez douiller. Et puis, il y a régulièrement, depuis quelques années, des alertes de l'Agence nationale du médicament nous mettant en garde, nous médecins, sur la prescription de ces quinolones qui peuvent donner parfois des complications graves, notamment des ruptures de tendons d'Achille, tendons rotuliens, surtout si vous êtes sous corticoïdes, et chez les patients un peu plus âgés, avec éventuellement un peu de tension, des risques de dissection aortique, c'est des maladies, ça c'est une maladie grave. Et donc, j'ai, moi, changé un peu ma façon de faire. Avant, il partait souvent sous quinolone. Maintenant, j'ai un peu changé ma prescription. Et ce que je prescris, c'est du flagyl, qui couvre déjà pas mal de bactéries, mais également les amibes, et l'azithromycine, qui est plutôt bien toléré, qui se prend sur une période courte, je le donne sur 2-3 jours, et qui pose pas les mêmes problèmes, qui couvre beaucoup de germes digestifs et qui pose pas les mêmes problèmes que les quinolones. Alors, ça y est, vous avez décidé d'où vous allez, vous avez vu votre praticien, il est d'accord, vous avez adapté un petit peu, il vous a fait votre ordonnance, vous avez fait votre valise, vous avez vu votre pharmacien, et vous voilà parti à l'aéroport et au contrôle des douanes. Alors, c'est là que vous pourriez avoir besoin du certificat en anglais. Si vous avez des médicaments injectables, c'est là que vous aurez besoin éventuellement du certificat de vaccination pour la fièvre jaune. C'est là qu'éventuellement, il faudra produire vos ordonnances. Les ordonnances, c'est plus rare. Et puis, il faut parfois aussi prévoir un peu de temps. Alors, souvent, les voyageurs, je dis, arriver 3 heures à l'avance et tout. Il y a des pays où, clairement, tu nous diras Alain, en fonction de ceux que tu as visités, mais pour moi, parmi les 3, j'ai fait quelques pays dans le monde, mais les 3 où les douanes sont assez nettement enquiquinantes, je vais citer les USA, Israël ou Cuba, où là, on peut y passer du temps. Vraiment, alors qu'on n'a rien à se reprocher, pas de médicaments, rien. Donc, il y a des pays où ça peut être un peu longuet, un peu fastidieux la douane. Il ne faut pas s'énerver, il faut avoir vos certificats. Il n'y a aucune raison
qui ne vous autorise pas à embarquer avec vos médicaments, et donc en cabine avec une petite valisette isotherme. On verra tout à l'heure pourquoi c'est mieux de le prendre en cabine. On vous a laissé passer, c'est très bien, vous êtes dans l'avion, ça y est, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avion? Il faut bouger. Au minimum des mouvements de jambes, hein, vous bougez les chevilles pour faire fonctionner les mollets, et puis dès que vous pouvez, vous allez circuler un peu dans les allées. Il y a plein de gens qui le font, ils le font pas pour rien, ils le font pas parce qu'ils s'ennuient, on peut s'ennuyer, mais ils le font aussi pour prévenir ce risque de phlébite dont on a parlé tout à l'heure, parce que faire remonter le sang vers le cœur en activant les veines des membres inférieurs, donc par les mouvements de jambes, ça limite ce risque-là. Alors, ce que vous pouvez avoir comme désagrément en avion, c'est les ballonnements. Il n'y a pas besoin d'avoir une Mickey pour ça, hein, les colopathes le savent bien. Il y a une loi de physique tout à fait universelle, qui est la loi de Laplace, qui dit que volume fois pression égale constante. Or, même dans les avions pressurisés, vous avez une petite baisse de pression. Donc, quand il y a une baisse de pression, pour qu'à la fin ça fasse constante, il faut que le volume, et là on parle de volume des gaz, augmente. Donc, il est assez fréquent qu'en avion, on soit plus ballonné, tout simplement à cause de cette simple loi de Laplace. C'est-à-dire que vous allez avoir une dilatation des gaz dans le tube digestif et ça peut être très inconfortable. Évidemment, si votre vol il dure 11 heures, 10 heures, enfin 10, 11, 12 heures, parfois plus, faut penser quand même à prendre vos médicaments. Pas avec de l'alcool, hein, c'est pas recommandé de prendre de l'alcool en vol, ça aide pas à l'hydratation, ça aide pas forcément à mieux dormir, ça aide pas à se recaler pour le décalage horaire, et c'est pas forcément recommandé avec les médicaments. Alors, quid du décalage horaire et de la prise de médicaments? En fait, dans l'immense majorité de nos médicaments Mickey, ça pose pas de gros problèmes. Si vous avez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de décalage horaire, et donc de delta sur votre prise de médicaments, je pense pas que ça pose un gros problème. On l'a déjà vu, si vous avez pu décaler un peu les injections pour pas avoir à la faire à l'aéroport ou dans les toilettes des aéroports ou à l'escale, c'est quand même mieux. Faut éviter le trop froid, le trop chaud, parce que les médicaments, ils n'aiment pas le trop froid, le trop chaud. Pour ce qui est des grosses molécules comme les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire les médicaments par voie injectable, dès qu'ils sont congelés, c'est une protéine qui va totalement se débobiner et donc perdre toute activité, donc il ne faut pas les congeler. Mais ils n'aiment pas trop le chaud non plus. Donc c'est d'où l'intérêt de la valisette isotherme. Éventuellement, quand vous êtes arrivé assez vite, de trouver un réfrigérateur sur votre zone de villégiature. Pourquoi on les prend en cabine? Alors longtemps on a dit mais c'est parce que en soute ça va congeler. Non, ça congèle pas en soute. La température en soute elle est de 8 à 11 degrés en moyenne. Il y a même une partie de la soute qui est plus chaude puisqu'on peut y mettre nos animaux. Et puis quand vous sortez votre valise et votre dentifrice, ça ressemble pas à un sorbet à la menthe, donc c'est que a priori ça va pas gelé. Mais en revanche, ce qui arrive trop souvent, c'est qu'on vous égare votre valise et que pendant 3 jours, vous deviez faire avec les moyens du bord. Et pour le coup, si vous n'avez pas vos médicaments, ça peut poser un vrai problème. Donc, c'est important de les avoir avec soi. Alors, une fois sur place, on va parler de l'alimentation juste après. La redondance toujours, les moustiques. Hein, protégez-vous des moustiques. Portez des vêtements longs. Il y a des horaires. Alors, tout le monde sait que le soir, les moustiques sortent, mais il y a plein de pays où les moustiques ils sortent à l'aube. Alors, vous dites, j'ai pas besoin de me protéger. Il n'y a pas de soleil, il fait pas chaud. C'est juste très agréable d'aller voir la jungle à 4 heures du matin. Mais là, il y a des culex, notamment, qui adorent le petit matin et qui vous piquent avec autant de bonheur que le soir au crépuscule. Donc, faut se protéger le matin aussi. Les répulsifs, comme je vous l'ai dit, pensez également à utiliser ces répulsifs sur vos vêtements avant de partir. Hein, vous étalez vos vêtements dans tout l'appartement et puis vous vaporisez largement. Et ça va être efficace, sauf si évidemment vous lavez le vêtement au cours de séjour, mais ça va être efficace tout du long. Vous mettez ça tout dans la valise, ça sent pas si mauvais que ça et ça protège quand même pas mal. Si vous avez besoin d'un médicament contre le paludisme, eh bien il faut le prendre évidemment. Et je reparle soleil, photosensibilisation, risque de néoplasie, et donc protégez-vous du soleil. Alors ça ne veut pas dire ne pas y aller du tout, ça veut dire prendre un minimum de précautions et avoir un écran adapté à son phototype. Hein. Donc pour moi, comme vous me voyez, vous me verrez, c'est de l'écran total 50 plus. Mais voilà, en fonction de votre type de peau, ça peut être un chouïa moins, mais pensez à vous protéger. Alors, la fameuse tourista ou diarrhée du voyageur, c'est un truc très fréquent. Hein. On estime qu'au moins 40% des voyageurs la subissent. Donc, il y a des conseils
habituel aux voyageurs, qu'on va essayer de renforcer dans le cadre des maladies inflammatoires parce que vous avez déjà un tube digestif un petit peu, je ne veux pas dire fragile, mais en tout cas qui vous pose des soucis. Si on rajoute une pathologie dessus, c'est vraiment pas sympa. Quand on est là à Tourista les 2-3 jours où on la vit, les vacances, c'est pas terrible. Et puis, vous allez avoir la crainte, parce que ça mime une poussée, d'être en poussée, de ne pas savoir trop quoi faire. Est-ce qu'il faut prendre des médicaments? Est-ce qu'il faut être rapatrié? Est-ce qu'il faut prévenir du monde? Donc, le mieux, c'est de l'éviter. Alors, il y a des pays à risque, c'est tous les pays avec un niveau d'hygiène et socio-économique plus faible, globalement toute la zone intertropicale. Et puis, comme pour la tuberculose, ça dépend de votre condition de voyage. Si vous allez dans du grand luxe, le risque est faible. Si vous allez manger sur les petites échoppes des marchés, avec des marchands ambulants ou chez l'habitant, évidemment, vous allez adopter le mode de vie des gens sur place avec un risque auquel vous n'êtes pas habitué. Il y a, vous voyez, une sorte d'aphorisme anglais assez simple qui dit « boil it, cook it, peel it or forget it ». En gros, ça veut dire bouillez-le, cuisez-le, pelez-le ou vous oubliez. Donc, les aliments à risque, c'est tous ceux qui vont être des aliments frais, manipulés à la main, et pas forcément bien lavés. Donc, les salades, les crudités, les fruits, les viandes qui ne seraient pas assez cuites, les produits laitiers, les glaçons, pas oublier les glaçons. Donc, l'eau que vous devez consommer doit être en bouteille, si possible décapsulée devant vous pour pas qu'elle soit remplie au robinet dans l'arrière-cuisine. Si vous n'avez pas accès, il faut la bouillir ou éventuellement la traiter. Je suis sûr que Alain nous donnera plein de techniques pour avoir de l'eau propre à la consommation, même dans les pires conditions. Voilà, des petites gélules, enfin des petites comprimés de micro-purs qui permettent quand même d'avoir une eau plus consommable. Surtout pas de glaçons, ça ne sert à rien de boire glacé, bien au contraire dans ces pays-là. Si possible, vous prenez des fruits que vous allez peler vous-même, évitez les crudités, c'est pas toujours simple, ça donne souvent envie, mais bon, et favoriser une cuisson plutôt à haute température et prolongée des aliments. Voilà, si vous vous occupez de fruits, de légumes, vous choisissez ceux que vous pouvez peler vous-même, vous les lavez bien évidemment, vous lavez les mains, n'hésitez pas à avoir toujours avec vous une solution hydroalcoolique. Quand vous n'avez pas accès à de l'eau pour vous laver les mains, c'est quand même très utile en voyage. Alors, si vous n'êtes pas bien sur place, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous pouvez aller toujours dans les services d'urgence, vous pouvez aller voir un médecin localement. C'est pas toujours facile de trouver. Vous avez pas, il est naturel de pas avoir confiance, même si on pourrait tout à fait avoir confiance, mais c'est un comment dirais-je, un sentiment humain. Les hôpitaux, souvent, ce qui est utile, c'est le consulat. Ayez toujours le numéro du consulat. Le consulat de France, il est là pour ça. Il y a des consulats dans tous les pays du monde pratiquement, et il va vous aider en termes sanitaires ou autres. Si c'est un autre problème, vous avez perdu vos papiers, voilà, c'est le consulat, donc le numéro du consulat. Votre société d'assurance, si vraiment vous êtes dans une situation qui vous paraît être une situation où faut commencer à parler rapatriement, eh bien la compagnie d'assurance va vous mettre en relation avec un de leurs médecins et vous allez évaluer les choses. Si vous avez besoin d'avoir accès à un médecin sur place, c'est pas idiot d'avoir une petite clé USB sur laquelle vous avez enregistré les principaux éléments de votre dossier, même si c'est pas en anglais. Globalement, les termes médicaux d'une langue à l'autre, on les reconnaît pour la plupart. Donc ça peut aider les médecins sur place. Alors, et au retour, qu'est-ce qui se passe? Finalement, vous pouvez choper la tourista, enfin, vous pouvez l'avoir attrapée et puis qu'elle se révèle au retour, ça ne faut pas oublier. Donc, vous pouvez avoir déposé vos valises, retrouver le ciel gris français et puis avoir une tourista derrière. Et puis, à votre retour, c'est le moment d'organiser son album photo et puis surtout de programmer le prochain voyage parce que je pense vraiment que, sauf cas exceptionnel, la plupart des patients avec Mickey doivent pouvoir voyager. Alors, pas partout, parce qu'il y a cette année fièvre jaune, mais il y a quand même tellement d'endroits formidables à voir où on n'a pas besoin de faire ce vaccin que ça vaut le coup d'y réfléchir. J'ai mis cette slide pour finir, mais à la limite, je ne sais pas si j'aurais dû. C'est juste un petit peu rigolo, entre guillemets, c'est qu'il y a 2 papiers d'une même équipe suisse de Stéphane Wawrinka qui laisserait supposer que quand on prend l'avion
ou qu'on séjourne à plus de 2000 mètres d'altitude, on ferait plus de poussée. Alors, il y a un petit papier, ça vaut vraiment pas grand-chose, c'est un papier rétrospectif. C'est basé sur un concept que l'hypoxie, c'est-à-dire la diminution du taux d'oxygène dans l'air, hein, et c'est le propre d'être en altitude, active certaines protéines pro-inflammatoires, notamment des protéines qui vont influer avec tout ce qui est l'oxydation cellulaire. Voilà, c'est un petit truc en plus, mais n'y accordez pas une grande importance. Voyagez, partez. La route est parfois, donc préparer ce voyage, c'est parfois un peu difficile. Vous me voyez, c'est moi là-haut, tout là-haut, là, en noir. Donc, c'est parfois difficile de préparer tout ça, mais ça vaut le coup. Et puis finalement, quand on arrive là-haut, on a un ciel dégagé et un avenir qui, je l'espère, sera le plus serein possible pour vous tous. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Marian. Eh bien, écoutez, c'était quand même complet et je pense que la plupart des questions, on a répondu au cours du diaporama, puisque au fur et à mesure du diaporama, je voyais les réponses à la plupart des questions. Alors, évidemment, on va malheureusement reparler des assurances parce que là, le pic des questions, c'est sur les assurances. Après, il y a des petits trucs sur lesquels moi je voudrais revenir en tant que grand voyageur, notamment la tourista. C'est vrai que la diarrhée, c'est la peur ordinaire du malade de Mickey et c'est la peur ordinaire du voyageur. Moi, je voudrais insister sur le fait que beaucoup de voyageurs, vous mangez frais, vous buvez frais parce que, surtout dans les pays chauds, on se jette sur les boissons fraîches. Et attention, c'est vraiment le meilleur moyen pour attraper la tourista, puisque ça fait un choc thermique qui fait que les dérèglements intestinaux, moi, dans ma pratique, c'est tous les gens qui... Donc, n'hésitez pas à boire à température ambiante, à boire du thé chaud, c'est aussi rafraîchissant que... Et ça, croyez l'expérience, j'ai passé des semaines dans le désert uniquement à boire du thé et sans toucher à une bouteille d'eau. Donc, c'est possible, et du thé chaud, bien sûr, avec des bédouines, etc. Donc, il y a vraiment des moments, n'hésitez pas, voilà, attendez que votre corps, si vous rentrez dans une zone, votre hôtel qui est climatisé, attendez que le corps revienne à température, si j'ose dire, un peu normale, si vous avez eu chaud dehors. Et là, vous pouvez évidemment vous payer votre bonne bière, si j'ose dire, non alcoolisée, bien sûr. Voilà. Donc, moi, j'insiste toujours, attention aux boissons fraîches, et aux glaçons, bien sûr, pour les raisons d'hygiène que tu as évoquées. Alors, il y a beaucoup de questions sur les assurances. On va assez vite les balayer, puisque je vous renvoie quand même aux fiches qui sont disponibles sur le site de l'AFA, et notamment, il y en a une sur les assurances, et donc qui va vous donner toutes les questions que vous posez et que je vois sur Internet. Vous avez les réponses ici. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez eu une poussée inflammatoire de moins ou un quelconque ennui médical dans la période avant 6 mois de départ, les assurances, vous aurez des problématiques. Ça, c'est la règle. Malade chronique ou pas, les ennuis médicaux 6 mois avant le départ, de toute façon, si l'assurance la prend ensuite, vous aurez des problèmes. Alors, pour votre maladie chronique, vous avez effectivement ce délai de 6 mois où vous pouvez négocier avec des assurances, même pour si vous êtes malade de Crohn. De toute façon, ça vaut le coup de vous assurer parce que vous pouvez avoir tout un tas d'autres maladies, tout un tas de problèmes médicaux. Et si on vous exclut votre maladie de Crohn ou votre rectocolite hémorragique, de toute façon, vous serez assuré pour tout le reste. Et les maladies ne manquent pas. De toute façon, le corps est assez et les pays sont assez inventifs là-dessus, vous le savez. Donc n'hésitez pas à prendre, voilà. Mais il faut quand même essayer, c'est en dialogue en tout cas avec votre assureur. Vous avez sur le site de l'AFA et sur les fiches quelques indications. Ici et là, des internautes sur les forums, je vois sur le chat, vous avez des échanges. On cite, je ne vais pas faire de publicité pour les uns et les autres, mais vous avez quelques boîtes assurantielles, si j'ose dire, des compagnies d'assurance. Allez, je vais le dire, hein, de type la Massif, etc. Donc, qui notamment, puisqu'on l'a dans le cadre des Mickey, on a vu beaucoup de voyageurs être assurés par le Massif, mais pas que. Hein, donc, toutes les grandes assurances, en tout cas, le fait. Mais c'est vrai qu'il y a le plus souvent l'exclusion
pour les malades de Mickey. En tout cas, pour votre maladie, l'exclusion, elle est en cas de problème avec votre maladie. Mais d'où le fait, comme l'a dit Marian Kavicki, d'éviter de voyager, en tout cas en poussée. Et c'est vrai que c'est la problématique, c'est ça. Mais théoriquement, voilà. Alors, on a parlé beaucoup. Il y a un débat sur Internet entre Visa Premier et Mastercard. Visa Premier a l'air plus confortable au niveau assurance et plus tolérante que Mastercard. Voilà, par Visa Premier, mais il y a Mastercard où il y a des voyageurs qui ont eu un petit peu plus de problèmes, en tout cas poser la question. Et voilà, mais les assurances de la carte, en tout cas, notamment en cas d'annulation de voyage, si vous avez payé votre billet d'avion avec la carte Visa, en tout cas, c'est un bon motif. À minima, vous aurez quand même le billet d'avion de rembourser, même si vous perdez quelques euros de réservation d'hôtel. En tout cas, à minima, vous pouvez récupérer quelque chose. Alors, beaucoup de questions. On va balayer, en tout cas, je vous ramène sur ces fiches-là. Donc, assurance et voyage. Vous avez beaucoup de questions pendant le voyage en avion. Donc, vous avez voyage en avion et traitement ici, où on vous donne des indications sur les sacs isothermes qui sont disponibles dans le commerce. Mais en tout cas, la grande question, mais c'est valable pour la vie en général, quand on a un traitement injectable, combien de temps on peut le laisser à l'air libre? Parce que finalement, on nous dit toujours, il faut toujours garder la chaîne froide, etc. Puis il semble, quand on discute avec les firmes, que ça ne soit pas aussi systématique. Donc tu peux nous donner quelques indications là-dessus? Je peux surtout confirmer qu'effectivement, les connaissances, ou en tout cas les précautions, ont un petit peu évolué tous ces derniers temps, et que pour ce qui concerne les médicaments injectables les plus fréquemment utilisés à l'heure actuelle, à savoir l'adalimumab, le golimumab, même si le produit est à température ambiante pendant 6-8 heures, ça pose pas, et même probablement un peu plus, ça pose pas de gros problèmes. Donc, il faut essayer quand même de veiller à cette chaîne du froid, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Le principal problème, c'est s'il a été congelé. Ça, s'il a été congelé, c'est foutu. Le produit, c'est une propriété biochimique, physique de la molécule, elle ne marchera pas. Mais ça peut rester à température ambiante, voire un petit peu au-dessus pendant quelques temps. Donc, c'est vrai que moi, j'ai entendu parler des 24 heures, 48 heures tranquillement, mais c'est vrai que le fabricant va se prémunir au maximum. En tout cas, vous avez des sacs isothermes. Vous pouvez avoir quelques difficultés, vous le verrez, dans l'avion, à mettre dans un frigo de l'avion, parce que la responsabilité du traitement, là, vient à la compagnie d'aviation. En tout cas, vous pouvez toujours récupérer au bar, non pas de l'alcool, mais des glaçons. Ça, ils vous le donneront à volonté si vous voulez alimenter votre petit sac isotherme. Voilà. Bon, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions quand même sur les nouveaux traitements, sur le Stelara et l'Entyvio aussi. Ouais. Tuberculose au Portugal, alors oui, c'est classé comme des pays avec une forte incidence, mais il n'y a pas de précaution, à prendre, hein. Franchement, pas de risque. Une question sur la tourista en Italie du Sud, là aussi, pas de risque particulier. Profitez, c'est tellement bon. Oui, de tout, des pizzas, des fruits de mer, enfin tout ce que vous voulez. Donc là, il n'y a pas de souci. Quand on est sur Remicade, comment cela se déroule? Possibilité de prendre d'une autre manière, on aller dans un CH. Alors, il y a quand même on n'a pas évoqué le tétanos, par exemple. Dans beaucoup de questions sur les vaccins, là aussi, vous avez une fiche sur le site de l'AFA. Mais il vaut mieux être à jour de ces vaccins classiques, hein, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, enfin les classiques obligatoires en France. Il faut être à jour. Mais c'est valable même quand on part pas en vacances. C'est la même chose. Une question sur le Remicade, donc l'infliximab qui se fait par perfusion. Ce que j'essaie de faire en règle générale, c'est on cale la perfusion avant, on cale la perfusion après. En général, les perfusions, c'est toutes les 8 semaines. Alors, c'est vrai qu'il y a des patients qui sont toutes les 4 ou toutes les 6 semaines. Il y en a d'autres pour lesquels on peut pousser jusqu'à 10 semaines sans problème. La plupart des vacances, je dirais d'un temps de vacances classique, on arrive à le caler. Si c'est des séjours plus prolongés, qui ne sont plus des séjours d'agrément, mais d'études ou de choses comme ça à l'étranger, il est évident que les gens qui sont sous traitement intraveineux, ça pose un vrai problème. Soit il faut faire des allers-retours
dans votre établissement d'origine pour faire les perfusions, soit il faut trouver sur place un endroit où le faire, et ça, c'est sûrement pas simple, et ça doit se discuter avec votre praticien. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on voit un patient jeune qui a une Mickey et dont on pressent qu'il va y avoir des voyages, ne serait-ce que dans le cadre des études, de plus en plus dans les études, il y a des séjours à l'étranger et c'est une excellente chose, eh bien, on hésite à prescrire un médicament intraveineux parce qu'on sait que d'ici 6 mois, un an et demi, on sait que le gamin, il va nous dire, mais oui, mais moi j'ai 6 mois à faire à Shanghai et je veux y aller parce que c'est important pour ma vie, c'est important pour ma carrière, c'est important parce que j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, moi j'ai tendance à privilégier des voies sous-cutanées, même si ça peut être discutable sur le plan médical. Mais, donc sur les séjours prolongés, les traitements intraveineux pose problème. Je suis d'accord. C'est vrai. Alors, on est en train de travailler à la fin une fiche justement sur les stages et les séjours longs à l'étranger. C'est vrai qu'en Europe, du coup, je voulais revenir là-dessus par rapport aux informations. Si vous avez un petit reste à charge suite à la prise en charge, gardez surtout les factures et de retour en France, négociez avec votre caisse d'assurance maladie qui peut vous rembourser la différence. Hein. Donc, gardez surtout toutes les factures de prise en charge, quels que soient les pays, mais surtout en Europe s'il y a des difficultés de prise en charge. Il y a pas mal de questions par rapport aux personnes stomisées aussi. Est-ce qu'il y a des recommandations, il y a des particulières pour le matériel, enfin les appareillages, ça on les emporte. Oui, bah là aussi, vous avez des fiches qui sont plutôt bien faites sur la stomie. Il faut évidemment avoir de quoi s'appareiller. Je vois pas de choses particulières, si ce n'est que si vous avez une stomie relativement haut située dans le tube digestif, par exemple une iléostomie, vous avez un risque de déshydratation important. Donc, si vous avez une diarrhée, si vous avez une tourista, que vous ne vous hydratez pas suffisamment, le risque de déshydratation est plus important quand on a une stomie haut placée. Quand je dis haut placée, c'est du côté de l'intestin grêle. Quand vous avez une stomie sur le côlon, donc plus bas situé, le risque est plus faible. Plus la stomie est haut dans le tube digestif, sur le tube digestif, alors ça peut dire sur le ventre, hein, ça veut dire plus haut sur le tube digestif, et plus le risque de déshydratation est important en cas de diarrhée et d'aggravation des troubles digestifs. D'accord. Bon, je crois qu'il y a pas mal de trucs. Quelque chose par rapport aux moustiques dont on parle, c'est la dengue. Tu as des choses, c'est la même chose que oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le paludisme. Vous savez, il y a la dengue, il y a le Zika, il y a le chikungunya, il y a la fièvre du Nil, machin. Il y a plein de maladies dont le moustique est le vecteur. C'est une des bonnes raisons pour se protéger. Je n'ai pas vu passer de choses qui laisseraient entendre que les patients Mickey soient plus à risque de développer une dengue ou que la dengue soit plus grave chez eux. Je n'ai pas vu passer ça. Alors là, on a un petit peu dépassé le temps qui était imparti. Donc, la plupart de vos questions, vous retrouverez les réponses sur les fiches de l'AFA que vous avez sur le site internet. Vous pouvez regarder cette séquence puisqu'il y a des demandes sur le diaporama en résumé. Vous retrouverez sur YouTube dans les prochains jours. En tout cas, si vous êtes inscrit, vous allez recevoir l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas à re-regarder ces slides à travers l'enregistrement que vous allez recevoir dès la fin de l'émission. Je remercie Marian Kavecki, je remercie Marion Jaffar également, qui est à la technique et qui est toujours celle qu'on ne voit pas. Tu peux passer peut-être devant l'écran pour cette dernière des directs de l'AFA, puisque c'est elle, si Marion, j'insiste, vient devant la caméra aussi, parce que pour la plupart des gens, vous ne connaissez pas Marion Jaffar, mais elle est là, voilà. Donc, elle est là avec nous. Je vous recommande aussi, vous pouvez commander à l'AFA le petit passeport, donc voyager en toute liberté, qui va vous traduire en plusieurs langues tous les mots importants, qui vous donne l'adresse des consulats dont a parlé Marian Kavicki dans les principaux pays, les sites internet à consulter, etc. C'est une mine d'or en tout cas que vous pouvez vous procurer à l'AFA. Je ne sais plus s'il est téléchargeable sur le site. Je crois que oui, donc vous pouvez le regarder sur le site de l'AFA. En tout cas, on en a encore
pas mal d'exemplaires à la FAF, donc vous pouvez le commander pour une somme modique qui sont les frais d'envoi. Donc, je vous souhaite en tout cas un bel été. Partez en voyage, c'est le conseil de votre gastro-entérologue préféré. Surtout, ne vous privez pas de voyage. Pour ceux qui ont le plus d'appréhension, n'hésitez pas à voyager en Europe. Je vous assure que mes meilleures vacances de ces dernières années, c'était en Slovénie. Ce sont des choses qui sont à moi dans les pays baltes. Vous avez de superbes balades à bien faire. Attention aux moustiques, ça je le confirme, surtout dans les pays baltes. J'ai quelques mauvais souvenirs personnels. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. L'AFA reste ouverte tout l'été, donc on est à votre disposition tout l'été, y compris en matière de voyage. Nous ne sommes pas toujours pas agence de voyage. On se retrouve à la rentrée avec un nouveau direct de l'AFA qui sera sur la sexualité. Donc, sujet ô combien intéressant. On aurait pu traiter avant les vacances, mais il y a quelques petits trucs. N'oubliez pas, sur la sexualité, pour ceux qui veulent avoir des petits conseils avant les vacances, on a une petite brochure aussi qui est téléchargeable sur le site de l'AFA. Et puis, on répondra à toutes vos questions, en tout cas sur le sujet, en direct à la rentrée. Et puis, on vous concocte tout un nouveau programme pour la nouvelle saison, en tout cas avec Marion. Et donc, vous retrouverez tout ça dans l'information à la rentrée. Je vous souhaite une bonne soirée et voyagez bien en tout cas. Merci Marion. Merci, bonsoir à tous.